Je vous propose qu'on commence par ce petit mot d'introduction. De toute façon, les différents participants pourront se joindre à nous au fur et à mesure de la conférence. Donc, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce premier webinar, version digitalisée et post-confinement de nos watinés, qui s'organisent généralement en présentiel à l'agence pour ceux qui ont déjà eu l'opportunité de venir y participer. Pour cette première session, nous avons choisi de vous parler de marque et plus spécifiquement de l'incidence qu'on a pu observer, évaluer et observer pendant la crise que nous venons de traverser sur la raison d'être des entreprises et la manière dont cela s'est traduit concrètement pour les différentes entreprises dans leur plan d'action et leur manière de communiquer. Ce webinar a été joyeusement préparé par notre équipe planning stratégique, dignement représentée aujourd'hui par Céline, Anthony et Géraud, qui vont intervenir juste après. La présentation devrait durer une trentaine de minutes environ et elle s'orchestre autour de 3 grandes parties. Une première partie plutôt contextuelle et théorique qui sera portée par Géraud. Et nous aurons ensuite 2 cas pratiques que nous avons sélectionnés de manière, en observant un petit peu ce qui se passait sur notre marché. Le premier cas, qui est le cas naïf, qui sera présenté par Céline, et ensuite Monoprix, soutenu par Anthony. Si vous souhaitez intervenir et poser des questions, vous pouvez le faire à travers le bouton converser qui est à votre disposition. Et nous avons également Stéphanie Albert-Briquet qui est en ligne avec nous, qui est directrice conseil sur le pôle éditorial de l'agence et qui nous accompagnera pour interagir et répondre à toutes vos questions. Voilà. Je vous souhaite un bon webinar et je vous retrouve à la fin de la présentation. Et je laisse la parole à Géraud. Bonjour tout le monde. Merci d'être ici présent et aussi nombreux. Ça nous fait vraiment très plaisir. Comme le précisait Fanny, on a du coup souhaité aborder pour ce premier numéro la question des marques, puisque c'est une problématique sur laquelle on accompagne nombreux de nos clients ici à l'agence. Et c'est une question surtout qui a été beaucoup secouée ces dernières semaines, ces derniers mois, par le coronavirus, qui est en fait, par cette pandémie, cette crise, qui est venue accélérer des mouvements déjà existants qu'on souhaitait vous décoder aujourd'hui. Vous l'avez bien compris, j'aurai la lourde responsabilité de porter la partie contextuelle, donc la partie chiante avec les chiffres, mais que promis, je vais essayer de rendre la plus digeste possible. Et j'ai même mis des images. La première, c'est celle de Lionel Jospin, avec cette citation « L'État ne peut pas tout ». Vous avez sans doute déjà entendu parler de cette citation. Vous savez peut-être un peu moins dans quel contexte, ou vous vous souvenez moins du contexte dans lequel il a prononcé sa phrase. En fait, il l'a prononcé dans les années 2000, lorsque Michelin a souhaité fermer beaucoup de ses usines et délocaliser la production. Et voilà, las du constat que l'État ne pouvait pas intervenir pour sauver ses emplois, il a fait cette déclaration assez forte. Donc, loin de nous l'idée de jeter la pierre à Michelin ou à Lionel Jospin, mais plutôt c'est un marqueur pour nous assez fort du moment où la confiance dans un pilier aussi sacré que l'État a commencé à s'effondrer auprès des citoyens français pour se déporter petit à petit vers les entreprises. C'est ce que nous confirment d'ailleurs ces dernières années les baromètres Edelman, qui sont un peu la référence en la matière, qui font un tour d'horizon de l'état de la confiance dans le monde. Et ce dont on se rend compte, c'est que les citoyens du monde en général et les Français en tête déportent leur confiance vers les entreprises en qui ils ont plus confiance pour régler notamment les enjeux environnementaux, sociaux, sociétaux, mais aussi et bien sûr économiques. Ce que la crise du Covid nous révèle, c'est qu'il y a eu un premier changement dans ce paradigme-là. Un changement qui est un paradoxe. Donc, vous allez le comprendre, c'est assez frais. Il va falloir garder un œil là-dessus parce que ça peut faire évoluer notamment notre positionnement de marque. On va le voir par la suite. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que cette pandémie a finalement marqué le retour en force de l'État-providence, si j'ose dire. Prenez l'exemple de la France, c'est à peu près 10 millions de personnes qui, depuis plusieurs semaines maintenant, vivent
au crochet de l'État, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire un chômage partiel, donc financé par l'État. Donc, ce seul constat ne suffit pas. Bien sûr, Emmanuel Macron a sollicité et les citoyens et les entreprises pour s'unir et trouver ensemble des solutions pour résoudre cette crise sanitaire, voyant que lui-même ne pouvait pas apporter toutes les solutions sanitaires. Et c'est ce qui est d'ailleurs aussi est paradoxal là-dedans, parce que autant les Français se sont rendus compte que l'État était toujours présent avec cette solution du chômage partiel, autant ils se sont rendus compte aussi qu'ils n'avaient peut-être pas les moyens de répondre seuls, que l'État n'avait pas les moyens de répondre seul à cette crise sanitaire. On pense notamment à la pénurie de masques qui s'est présentée très tôt dans cette crise. On vous a ensuite représenté ici quelques logos des entreprises qui ont été particulièrement actives pendant cette période. Comme vous pouvez voir, c'est assez éclectique. L'idée n'est pas de vous passer tous les exemples en revue, pour vous en citer peut-être un que vous avez forcément aussi tous en tête. C'est celui de Decathlon, qui a offert toute sa production de masques de plongée au départ aux hôpitaux de Paris, puisque ce sont des masques en fait, qui pouvaient être assez facilement détournés en respirateur à oxygène, et ils sont même allés au-delà puisqu'ils ont rompu un brevet pour distribuer en open source les plans de ce masque afin qu'ils puissent être adaptés très très facilement à cet usage médical. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais tout ça pour dire que les entreprises ont répondu à l'appel de l'État et à l'appel de leurs parties prenantes. Et c'est là qu'intervient la partie chiffrée. J'en suis désolé, mais elle a son importance pour bien comprendre justement les différentes actions qu'ont conduites les marques et pourquoi. Première partie prenante qu'on souhaitait aborder avec vous, c'est celle, bien sûr, des consommateurs qui ont été audités une nouvelle fois par ce fameux baromètre Edelman que je citais en préambule pendant cette crise. Et c'est unanime, à 90% quasiment, tous les Français s'attendaient ou souhaitaient en tout cas que les marques participent à l'effort national de solidarité. Puisque en fait, pour eux, c'était un critère fort d'identification et on va dire d'attrait pour une marque. Et ils sont quasiment la moitié à revendiquer que leurs comportements d'achat futurs seront liés au comportement qu'a eu une marque ou pas pendant cette crise. Donc, ce qui a eu le mérite d'accélérer cet adage qu'on connaît déjà depuis plusieurs mois, années, mais qui est finalement que les consommateurs n'attendent plus des entreprises qu'elles vendent simplement un produit ou un service performant. Elles attendent d'elles qu'elles solutionnent leurs problèmes du quotidien. Donc aussi bien cette problématique sanitaire-là comme une problématique environnementale plus tard ou éventuellement un problème économique. C'est ce que nous révèle également ce chiffre puisqu'on a essayé de faire un focus aussi sur le jeune consommateur, donc le moins de 25 ans ici. Et il s'avère que ça a fait ressortir des problématiques qui étaient peut-être relayées dans un second temps chez cette population-là, à savoir les problématiques financières, puisque c'est une part de la population qui est extrêmement anxieuse des possibles retombées financières de cette crise-là. Et Leclerc l'a assez bien compris d'ailleurs pendant cette crise, puisque ça ne vous aura pas échappé, mais la grande majorité, voire toutes les publications télévisuelles de Leclerc terminaient par ce message qui garantissait un pouvoir d'achat et qui maintenait un prix bloqué sur environ 13 000 produits. Deuxième appel de parties prenantes, celui des collaborateurs, pour lequel l'attente est forte aussi vis-à-vis des entreprises. Cette crise a eu quoi comme incidence auprès des collaborateurs? Elle a eu comme incidence finalement de faire baisser une nouvelle fois le taux d'engagement, donc environ moins de 13%, ce qui l'amène en dessous de la barre des 50%, et ce, quelle que soit la situation du travailleur. À savoir qu'en France, on est divisé à peu près sur un tiers, un tiers, un tiers, c'est-à-dire que pendant cette crise, vous aviez, comme je disais, 10 millions de personnes à peu près en chômage partiel, tout autant en télétravail et tout autant sur le terrain, toujours actif. Voilà. Quel que soit son statut, le travailleur, le collaborateur a vécu dans quasiment la moitié des cas des détresses psychologiques, ce qui a pour incidence de remettre sur le tapis les conditions de travail. Et donc les DRH aujourd'hui sont 80% à déclarer replancher sur des plans de reprise, donc pour finalement remettre à plat la façon dont le travail va s'organiser, dont peut-être le présentiel va être organisé, dont peut-être les différents postes à pourvoir vont être réorganisés.
L'auteur de cette étude, qui était la NDRH, déclare que justement cette crise sanitaire, c'est aussi le test de vérité pour la raison d'être des entreprises, puisque effectivement les collaborateurs, la plupart du temps, se sentent assez loin des raisons d'être communicationnelles, telles qu'elles ont été définies par les entreprises. Et là, c'était justement l'occasion de vérifier si celle-ci s'appliquait aussi en interne lorsque l'entreprise est sujet à une crise. Résultat des courses, dans les chiffres que l'on commence à voir ressortir, on est à peu près sur un tiers de collaborateurs assez déçus de la réponse apportée par son entreprise vis-à-vis de la crise. Donc, que ce soit sa réponse en tant que collaborateur ou plutôt en tant que perception vis-à-vis de l'externe. Et sans faire de raccourci, c'est ce même tiers qui se maintient sur du coup une image qui s'est détériorée vis-à-vis de cet employeur et quasiment un tiers également qui est plus enclin à changer d'employeur par la suite. Un nouveau pendant de cible qu'on souhaitait aborder, c'est bien sûr celle du candidat. On est resté très focus sur la cible jeune grâce à une étude JAM, qui est un média natif Messenger, qui peut cibler un énorme panel de jeunes, et en l'occurrence ici de 18 à 25 ans, qu'ils ont sondé pendant cette crise. Chez cette cible-là en particulier, donc on l'a vu, ça a fait remonter des enjeux économiques, mais ça a aussi rendu toute sa puissance, on va dire, à leur motivation de défendre l'aspect environnemental de notre planète. Ils sont 70% à vouloir du coup déclarer avoir des méthodes de consommation plus engagées. Et ce que le média leur a ensuite demandé, c'est quelle sortie de crise vous envisagez. Et à 66%, ils ont répondu une résistance citoyenne. Donc, ce qu'ils entendent par là, c'est ils souhaitent que de plus en plus de citoyens de tous bords descendent dans les rues finalement et prennent une consommation plus responsable et fassent pression finalement et sur les gouvernements et sur les partis privés pour prendre à bras le corps ces enjeux. Donc, ça nous a aussi fait penser, petit clin d'œil, au manifeste du réveil écologique qui a tout pile un an, qui a été signé déjà par 30 000 étudiants. C'est un manifeste qui était à l'origine donc, des étudiants, par les étudiants, à destination plutôt des employeurs, et qui en gros encourageait au boycott des entreprises qui ne viendraient pas respecter des responsabilités sociales, économiques, environnementales ou sociétales. Si je n'ai pas fini de vous convaincre, ultime partie prenante pour laquelle les actions des marques a eu son importance, c'est bien sûr celle des investisseurs, puisqu'on est allé voir comment se sont comportées les différentes marques pendant cette crise. Est-ce que vous voyez en rouge, c'est la courbe qui représente les marques les plus fortes. Donc, ce qu'on appelle brand les plus fortes, c'est un cabinet externe qui les audite, qui s'appelle Brand The Strong Brand Portfolio en l'occurrence, et qui chaque année va auditer plusieurs millions de consommateurs pour leur demander quelles sont, grosso modo, en termes d'image perçue, leurs marques préférées. Et ils font des corrélations entre ça et les indicateurs comptables de ces marques. Et ce qui se révèle vrai pour chacune des crises, et l'exception n'a pas échappé à la règle avec cette crise-là, c'est que les marques les plus fortes sont rentrées plus tardivement dans la crise et en sont sorties plus rapidement. Donc, en termes d'indicateurs financiers, du point de vue business, peut-être l'argument ultime pour convaincre vos COMEX de mener ces actions, ça a aussi son incidence du coup sur les performances financières de ces marques. Et ultime slide avec des chiffres, c'est promis, les investisseurs ont été aussi, pendant cette crise-là, beaucoup plus réceptifs à investir sur des actions à caractère social, environnemental ou écologique. Donc, je ne vais pas vous lire les chiffres, mais en gros, c'est ce que ça signifie ici. C'est que finalement, toutes les actions qui comportaient un de ces critères-là a surperformé par rapport aux autres pendant cette crise. Vous l'aurez donc compris à l'aune de ces indicateurs, du moins je l'espère, sinon c'est que je n'ai pas été suffisamment clair, c'est que les marques aujourd'hui ont tout intérêt à agir dans l'intérêt et dans le quotidien de leurs parties prenantes. C'est finalement ce qui remet un petit peu en question la raison d'être, puisqu'on rentre, pour nous en tout cas, Agençois, dans l'ère un peu post-raison d'être. La raison d'être, c'est quelque chose qui a maintenant quelques années, qui a été sacralisé en France, notamment par la loi Pacte, qui encourageait les entreprises à adopter des statuts d'entreprise à mission, donc d'insérer dans leur statut des dimensions autres que financières, donc doter de raisons d'être autres que financières.
Mais pour nous, cette raison d'être-là, qui est restée souvent à l'ordre très communicationnel, pardon, doit évoluer vers une ou des façons d'agir, c'est-à-dire comment on la traduit concrètement dans le quotidien de nos cibles pour qu'elles impactent dans leur vie de tous les jours. Pour en terminer un petit peu avec la théorie, c'est aussi ce que l'on appelle finalement tendre vers une marque transformative. Aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que le constat de base des marques ne suffit plus. Ce que j'appelle le constat de base, c'était la marque doit être une marque performante au départ, c'est-à-dire qu'elle a un produit ou un service qui réponde à une vraie attente et qui soit performant sur la durée et qui soit financièrement rentable. Depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, on est aussi dans des démarches RSE, donc dans des démarches responsables où les marques font tout ce qu'il y a en leur pouvoir pour réduire à zéro leur empreinte carbone, par exemple. Et désormais, on rentre dans une ère encore au-delà de ça, c'est-à-dire que les marques à impact négatif ne suffisent plus, à impact neutre, pardon, ne suffisent plus. Il faut que maintenant aussi qu'elles impactent positivement, qu'elles transforment considérablement leur écosystème. En tout cas, qu'elles tendent vers ça, parce qu'on a conscience qu'après, selon l'historique des groupes, selon l'ampleur des groupes, ce n'est pas toujours évident. En tout cas, c'est ce que sollicitent leurs parties prenantes, comme nous l'avons vu. Pour nous, finalement, cette direction, c'est rien de nouveau. Hein, c'est quelque chose qui est indiqué par la raison d'être. Sauf que voilà, au fil de l'eau, au fil de la route, au fil de l'actualité, s'il y a des crises, s'il y a des bouleversements majeurs sur un secteur, il faut mettre en place une ou des façons d'agir afin de retomber sur ses pattes et de concrétiser cette raison d'être auprès de ses parties prenantes pour tendre le plus possible vers une marque transformative. J'en ai terminé avec la théorie. Je vais désormais laisser la parole à mes collègues Anthony et Céline qui vont aborder plutôt le comportement des marques pendant la crise et qui vont se calquer sur ces modèles-là pour vous les expliciter. Et on commence sans plus attendre avec Céline et le cas Maïf. Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler effectivement du cas Maïf et dans le chat, justement, vous posiez des questions sur l'engagement et ça va en tout cas donner un élément de réponse puisque pour le coup, la Maïf a fait suivre cette crise d'un baromètre en interne. Donc, on va revenir sur ce sujet-là. Alors, pourquoi le cas Maïf ? Parce que c'est une entreprise qui s'est illustrée de manière particulièrement intensive, on va dire, dans cette crise, ou qui en tout cas a été remarquée. Et donc, on a voulu finalement étudier à la fois comment la marque a concrétisé sa raison d'être pendant cette période, et puis aussi comment ça a été perçu par chacune de ses parties prenantes. Donc, pour Maïf, voilà. Pour Maïf, tout commence le 2 avril 2020, puisque le président annonce à chacun des sociétaires, dans la news que vous voyez ici, qu'il décide de reverser 30 € par assuré auto, pour une simple et bonne raison, c'est que les voitures ne circulant pas, la Maïf fait des économies alors que c'est la crise. Pour eux, c'était inconcevable finalement de faire des économies à un moment aussi difficile pour l'ensemble des Français. Et donc, ils décident de reverser les 100 millions d'euros finalement qu'ils ont économisés. C'est quelque chose qui est annoncé aux sociétaires en premier, avant même d'être annoncé évidemment sur les réseaux, à la presse, etc. Et même si on est tout à fait exact, c'est d'abord annoncé aux collaborateurs et ensuite aux sociétaires directement. Pour la Maïf, c'est évidemment la concrétisation de quelque chose qui est inscrit finalement dans son ADN depuis très longtemps. Vous savez que la signature de Maïf, c'est assureur militant depuis 1934. Mais c'est surtout la concrétisation de sa raison d'être qu'elle a inscrit il y a un an à peu près, c'était en juin 2019, et qu'elle a défini comme suit. Donc, convaincue que seule une attention sincère portée à l'autre et au monde permet de garantir un réel mieux commun, nous la plaçons au cœur de chacun de nos engagements et de chacune de nos actions. C'est notre raison d'être. Alors à l'agence, vous l'avez vu, on a la conviction que finalement il y a la raison d'être, c'est-à-dire ce pourquoi finalement, le pourquoi notre entreprise existe. Pour nous à la Maïf, c'est la notion justement de garantir un réel mieux commun. Et puis ensuite, il y a la manière dont ça se concrétise au quotidien auprès de l'ensemble de nos parties prenantes. Et ça, c'est la façon d'agir.
pour la Maïf, pour nous, c'est justement cette attention sincère portée à l'autre et au monde. C'est de cette manière-là que la Maïf au quotidien concrétise sa raison d'être auprès de ses parties prenantes. Et ça, finalement, ça s'est exercé dans cette première acte, on va dire, un peu fondateur pendant la crise, de reverser les cotisations, mais ça s'est exercé dans l'ensemble des actions qu'a pu mener la Maïf, à commencer par les actions sanitaires que beaucoup d'entreprises ont mis en place. Donc évidemment, ils ont soutenu les vélos pour l'hosto, ils ont soutenu des initiatives qui permettaient de fabriquer des visières pour les soignants. Donc il y a eu beaucoup d'initiatives comme celle-ci. Et puis d'autres sur d'autres champs qu'on va aller observer. Ce qui nous a intéressé particulièrement dans le cas de la Maïf, c'est que cet engagement fort et ces actes forts ont permis de renforcer durablement la marque. C'est-à-dire qu'on a un véritable impact durable sur la marque. Et ici, ce que vous voyez, ce sont les mentions sur le digital comprenant le mot Maïf. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a évidemment un pic quelques jours après les différentes annonces au début de la crise, et puis ensuite on a une courbe qui continue, qui s'aplanit évidemment, mais qui pour autant reste plus forte que le nombre de mentions précédant à la crise. Sur le seul jour du 28 avril, où il y a eu beaucoup de débats médiatiques autour de cette décision sur les cotisations, on a 270 mentions en une seule journée. Cet engagement-là, il est très fort, et il est très fort de la part de toutes les parties prenantes. Et ça, c'est vraiment une conviction forte de notre part, c'est que finalement, il ne s'agit pas effectivement de travailler sa raison d'être, sa façon d'agir auprès de une ou deux cibles, souvent le client, parfois le collaborateur. Nous, on a l'impression qu'il faut justement que la marque, elle arrive à rayonner auprès de l'ensemble de ses cibles et que finalement, tout soit aligné. Donc, si on regarde plus précisément Maïf, on peut aller voir chacune des parties prenantes et voir à quel point cette attention sincère aux autres, elle a été finalement déployée. La première cible, donc, ce sont les clients et sociétaires. À gauche, vous voyez comment ont réagi les clients à l'annonce justement de cette cotisation reversée. Donc, clairement, il y a eu beaucoup de mentions de la part des sociétaires, de fierté finalement d'avoir souscrit à la Maïf, de la même manière que les collaborateurs, eux aussi, ont fait émerger leur fierté, notamment en interne sur le Yammer que possède la Maïf. Mais il y a eu d'autres actions, donc pour n'en citer que quelques-unes, il y a notamment une initiative qui s'est lancée autour du hashtag à la maison avec des conférences proposées par le Maïf Social Club. En fait, précédemment, il y avait déjà des conférences proposées, mais ils ont réorienté toute la ligne éditoriale pour proposer des contenus permettant de mieux vivre ce confinement. Ça aussi, ça a été très apprécié. Ils ont également travaillé beaucoup, puisque évidemment, la Maïf est proche du milieu éducatif. Ils ont travaillé beaucoup sur l'aide aux parents dans la pédagogie à distance. Donc ça, c'est un des impacts qu'a pu avoir la Maïf dans cette période. Le deuxième élément, ce sont les collaborateurs. Ce qui est très intéressant à noter, et en ça, on a interrogé Aminata Diallo, qui est responsable de la communauté expérienceur et RH à la Maïf, qui, je crois, nous écoute. Donc, elle est dans l'audience, oui, tout à fait. Pardon ? Elle est dans l'audience, tout à fait. Oui, donc voilà, il ne faut pas hésiter à compléter mon propos. Donc, effectivement, il y a eu beaucoup d'actions auprès des collaborateurs, le maintien des salaires, le fait de ne pas profiter des aides de chômage partiel. Elle précise qu'elle est chargée de communication RH, voilà, pour être très juste. Il y a eu également des efforts en termes de communication et notamment un email hebdomadaire qui s'est transformé d'ailleurs en vidéo de la part du... du DG, pardon. Et également des accompagnements au bien-être au télétravail, puisqu'on sait bien que le télétravail qui s'est exercé pendant le confinement n'est évidemment pas un télétravail choisi, donc les gens n'avaient pas forcément les bonnes conditions, donc ils ont travaillé justement sur ces éléments-là. Et ce qui a été mesuré, je disais tout à l'heure qu'il y a un baromètre qui a été lancé auprès de l'ensemble des collaborateurs Maïf pour mesurer justement les actions qui avaient été mises en place pendant le confinement. Et 74% des collaborateurs se sont montrés satisfaits et très satisfaits après 3 semaines de confinement. Les managers également ont été plébiscités dans leur capacité d'écoute durant cette crise. Donc finalement, tout ça a permis aussi d'accélérer une mesure du pouls finalement et du climat social de l'entreprise.
Il y a également, justement, en parlant de climat social, une écoute renforcée. Et donc, notamment, les décisions prises en CSE étaient transmises à l'ensemble des collaborateurs moins d'1 heure après les réunions. Donc, voilà, il y a eu tout un effort autour de cette communication auprès des collaborateurs. Et finalement, cette crise, vous le voyez dans la citation, a permis de donner une résonance très particulière et très quotidienne auprès des collaborateurs. Si on change de cible auprès des candidats, là encore, il y a eu finalement, la Maïf a eu à cœur de maintenir une relation. Pour le coup, les recrutements ont continué pour une partie, mais certaines annonces ont été dépubliées pour une raison simple, c'est que finalement, il n'y avait pas les personnes ou le matériel suffisant pour les former une fois qu'elles auraient été intégrées. Sur cette vingtaine d'offres qui a été dépubliée, la Maïf a envoyé un email personnalisé à chacun des candidats pour expliquer la situation et leur expliquer surtout que leur candidature serait évidemment étudiée en priorité dès la republication de l'offre. Là encore, on est dans cette attention portée à l'autre et au monde qui caractérise la façon d'agir Maïf. Autre exemple, c'est le forum Talent Handicap, qui était heureusement un forum digital, donc a pu se maintenir. Et justement, la Maïf avait à cœur de maintenir ce sujet-là parce que justement, dans cette période de crise, on pouvait avoir tendance à oublier les populations en situation de handicap. Autre exemple, c'est celui du secteur. Pour nous, c'est très intéressant de prendre en compte cette dimension-là aussi. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de marque transformative, comme disait Géraud tout à l'heure, ça veut dire aussi qu'avec votre marque, vous pouvez finalement agir sur l'ensemble du secteur et éventuellement le faire bouger. Clairement, c'est ce que le patron de la Maïf a voulu faire et ça a été souligné par Libération qui a publié un papier qui parlait justement du goût du risque. Et justement, monsieur Pascal Desmurger s'est mis à dos un certain nombre de concurrents parce qu'il a justement fustigé les assureurs qui normalement auraient dû jouer pendant cette crise le rôle d'amortisseur et qui ne l'ont pas forcément joué. Mais là où la Maïf, et peut-être pas uniquement la Maïf, également l'État français qui a quand même incité les assureurs à mettre un petit peu plus la main à la poche. Et donc on peut dire que certaines marques, après la décision de la Maïf, ont suivi, comme la Matmut et d'autres, ont suivi et ont finalement, elles aussi, proposé des cotisations reversées. Et enfin, auprès de la société, de manière très large, on a vu plusieurs réactions. D'abord, ce qui est intéressant, c'est que la manière dont a été médiatisée, ont été médiatisées l'ensemble des actions de la Maïf a été très relayée par les médias, par la presse et on va dire sur un panel très large. C'est-à-dire que ça allait d'Auto Plus et de médias très classiques automobiles jusqu'à Ouzbek Erika qui a salué la manière dont la Maïf exerçait sa raison d'être, c'est-à-dire qu'assez rapidement sur le milieu de la crise, Maïf a été associée justement à cette bonne pratique en termes de concrétisation de la raison d'être. Ça a été souligné également par des influenceurs, notamment ceux qui étaient liés aux événements de la Maïf. Et évidemment, quand on parle de la société, c'est aussi tout le soutien qu'a proposé la Maïf à ses partenaires et notamment à ses partenaires start-up. Donc, si on retient quelques clés de succès qui peuvent également servir à d'autres marques, pour la Maïf, ce qui a été très vrai, c'est que finalement, les dirigeants ont joué un rôle très important. Pour nous, ça veut dire qu'un dirigeant qui est à l'aise dans cet exercice-là pourra être le meilleur porte-drapeau de votre raison d'être. Ça veut dire que clairement, au-delà d'une campagne, finalement, avoir un dirigeant qui tous les jours véhicule à la fois la raison d'être et la façon d'agir, c'est ce qui va garantir une présence médiatique assez forte et un engagement de l'ensemble des parties prenantes surtout. Typiquement, dans le cas de la Maïf, le premier tweet le plus important, c'est le portrait du patron dans l'IB. Et le deuxième tweet, c'est un tweet de Pascal Desmurger qui parle des collaborateurs et de la manière dont il encourage les collaborateurs de la Maïf. Deuxième enseignement, c'est la notion finalement de campagne. Est-ce qu'il faut, parce que c'est souvent une question qu'on nous pose, est-ce qu'il faut absolument lancer une campagne autour de sa raison d'être? Pas forcément. En fait, si on regarde ce qu'a fait Maïf pendant cette crise, en tout cas pendant cette crise, ce n'était pas forcément l'objet de lancer une campagne. On verra un autre exemple
sur Monoprix où là, il y a eu des campagnes justement. Mais côté Maïf, il n'y a eu aucune campagne. Spontanément, il y a eu assez peu de communication, quelques communiqués de presse très ciblés sur la situation sanitaire, mais pas autour des grandes décisions. Elles se sont diffusées essentiellement sur les réseaux sociaux, via les dirigeants et via les collaborateurs. Donc finalement, c'est plutôt par l'action que la Maïf s'est fait connaître. Et troisième enseignement, on peut oser une prise de parole engagée, voire politique. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais le patron de la Maïf, Pascal Desmurger, a sorti l'année dernière un livre qui s'appelle « L'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera pas ». Alors pour quelqu'un qui est patron de l'assureur militant, c'est assez évident, mais ça veut dire aussi parfois prendre des positions un peu risquées. Par exemple, lorsqu'on a étudié la présence sociale de la Maïf pendant la crise, on est retombé sur un vieux finalement débat autour de la Maïf qui a retiré ses investissements publicitaires autour des interventions de Zemmour sur CNews. Pourquoi? Parce que dès que la marque a eu des mentions plus importantes sur le digital, cette polémique est revenue. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que justement, là où il y a eu quelques critiques, le sentiment positif de la communauté Maïf qui est en accord avec ses valeurs était beaucoup plus important que le sentiment négatif. Ce qui veut dire que si vous êtes en accord avec vous-même et en accord avec votre communauté, vous pouvez oser prendre des positions un peu plus risquées. Voilà pour le cas Maïf et je laisse la parole à Anthony. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous présenter ce cas Monoprix. Je voudrais peut-être réagir en introduction de ce cas sur une des questions qui a été posée dans le chat, qui demandait est-ce que ce sont les évolutions de la société qui font que les marques s'adaptent et transforment la société, ou à l'inverse, est-ce que c'est plutôt l'influence des marques qui va transformer la société? Alors, il n'y a pas forcément une réponse ancrée dans le marbre. En réalité, les deux sont vrais. Il n'y a qu'à prendre par exemple l'exemple pour le coup de la raison d'être, parce que c'est vrai qu'une raison d'être, à partir du moment où on l'a définie, c'est pour faire en sorte que la marque ait une influence sur la société dans un sens. Et en même temps, si aujourd'hui on peut inscrire sa raison d'être dans la loi Pacte, c'est bien parce qu'il y a eu beaucoup d'attentes de nombreuses parties prenantes, et notamment des attentes consommateurs, qui ont fait qu'à un moment donné, les gouvernements ont réagi et ont permis de faire en sorte que une entreprise puisse se déclarer entreprise à mission. Après, c'est vrai qu'il y a eu un mouvement historique. Historiquement, on a plutôt eu un vrai pouvoir des entreprises et des marques sur la société qui tend de plus en plus à s'équilibrer à mesure que les consommateurs ont la parole, à mesure que les clients peuvent faire émerger leurs problématiques et leurs attentes, et à mesure aussi qu'une certaine forme de transparence se fait de plus en plus dans l'échange d'informations. Et c'est vrai qu'on va le voir là dans le cas sur Monoprix. Monoprix a défini depuis déjà quelques années une raison d'être, alors qui est une raison d'être un petit peu différente de celle de la Maïf, dans le sens où ce n'est pas une raison d'être inscrite telle qu'elle dans la loi Pacte, c'est plutôt une raison d'être communicationnelle en l'occurrence. Néanmoins, même si elle a été définie depuis plusieurs années, il a fallu, au contexte de la crise que nous avons traversée, que Monoprix a traversée, la faire évoluer, l'amplifier, l'enrichir, ou même voire la diversifier pour qu'elle puisse aussi s'adapter dans le contexte et justement répondre aux évolutions de la société. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que en fait, ce sont, alors on pourrait presque dire deux valeurs en quelque sorte, qui sont la raison d'être et la façon d'agir de Monoprix. Aujourd'hui, la raison d'être de Monoprix est définie telle qu'elle. C'est passionné par la ville qui constitue un formidable lieu de vie. L'entreprise a fait de la proximité sa raison d'être et s'est donné pour ambition d'être la référence en matière de commerce de proximité par une expérience différenciante en magasin, relationnel client comparable. Ce qu'on trouve intéressant là-dedans, c'est de se dire que, contrairement à ce qu'on pourrait penser de ce qui est issu de la loi Pacte, la raison d'être n'est pas forcément dotée d'un grand engagement social, environnemental, sociétal. Elle se dote avant tout d'un engagement envers ses parties prenantes. Elle n'est pas obligée de se doter d'un engagement global, planétaire, mondial, mais d'un engagement en ce qui concerne ses parties prenantes. Et on va le voir après, ça peut se traduire de différentes façons. Ça peut aussi se traduire de façon sociale ou sociétale. Et puis la complicité, je pense que vous connaissez tous les fameux jeux de mots que Monoprix a depuis plusieurs années maintenant installés sur ses packagings. C'est pour eux une vraie façon d'agir que d'avoir cette forme de complicité, cette forme de conversation très simple, très ludique, très joyeuse avec ses clients et ses clientes. C'est vrai que
cette complicité, elle pourrait paraître comme ça, alors surtout à l'aune de la crise, mais elle pourrait paraître comme ça un peu superficielle. Et pourtant, c'est une vraie preuve que Monoprix se rend proche des citadins, se rend proche des urbains qui vivent voilà, dans les métropoles, dans les grandes villes, en essayant, autant que faire se peut, de leur apporter voilà, un petit peu de légèreté dans leur quotidien pressé, un petit peu de fun, quelque chose voilà, d'un peu plus simple quand ils vont faire leurs courses, eux et elles qui n'aiment pas forcément voilà, passer des heures et des heures dans des hypermarchés ou des supermarchés. Et cette raison d'être, la proximité jusqu'ici, vous avez peut-être sûrement vu passer pas mal de copies télé notamment, et sur ce manifeste qui est à gauche, a jusqu'ici été plutôt incarné auprès des clients d'abord. Ça s'est ensuite, on va le voir, plutôt traduit aussi auprès d'autres parties prenantes, mais c'était avant tout dirigé sur les clients, à travers ce que je disais, cette espèce de bénéfice un peu aspirationnel qui visait à réinventer le quotidien, le rendre plus pétillant, le rendre plus beau, plus léger, plus surprenant et faire en sorte de donner du goût à la vie. Évidemment, depuis, la crise du Covid-19 est passée par là et ce qu'on va voir, c'est que la façon d'agir, ce qui était noté depuis le début sur la complicité, a forcément beaucoup évolué parce qu'une complicité telle qu'elle, dans une période où beaucoup de gens attendent des réponses sérieuses, des réponses sanitaires, évidemment, ça ne peut pas être le seul moyen de réponse. Néanmoins, voilà, on va voir comment Monoprix a réussi à articuler son territoire initial autour de la complicité et une réponse un petit peu plus institutionnelle. On a interrogé par ailleurs Edwige Leroll, qui est directrice de la communication chez Monoprix, avec qui on travaille à l'agence, et qui nous a dit plusieurs choses qui sont assez intéressantes. La première étant qu'en tant qu'enseigne alimentaire, bien sûr, la priorité pour Monoprix et pour tout le groupe Monoprix était bien sûr d'assurer une mission d'utilité publique qui était de nourrir la population. Ce sont d'ailleurs les premiers actes qui ont été faits, ont été aussi notamment des partenariats noués avec la Croix-Rouge ou avec d'autres groupes pour essayer le plus possible de distribuer cette nourriture à des gens qui potentiellement ne pouvaient pas venir dans les magasins ou à des personnes fragiles ou aux populations des personnels de santé. Il y a eu évidemment plusieurs défis qu'elle relevait, défis sanitaires, des défis organisationnels en interne et bien sûr aussi des défis commerciaux. Comment est-ce qu'on met en place tous les nouveaux rituels de passage avec les masques, les gels hydroalcooliques, les plaques en plexiglas devant les caisses, etc. Mais il y a aussi un élément qui est assez intéressant à noter, c'est de se dire déjà auprès de l'interne, il y avait cette notion de reconnaître l'engagement. Merci, vous êtes là, et c'est particulièrement vrai auprès des caissières et des caissiers qui ont été beaucoup exposés pendant cette période, sur lesquels il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup d'attentes qui ont été exprimées. Et évidemment, c'est pas facile non plus pour une enseigne dans l'urgence d'articuler une raison d'être autour de la proximité et quelque chose de beaucoup plus sérieux, si j'ose dire, pendant la crise. Et aussi d'admettre, et c'est ce qu'elle dit en fin de citation, admettre aussi une certaine forme d'humilité, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on ne sait pas. Alors, c'est un petit peu ce qu'a essayé tant bien que mal de faire le gouvernement aussi, en disant, voilà, on n'a forcément pas tout su faire parce qu'on n'avait pas toutes les données. C'est bien aussi de la part d'une enseigne de le reconnaître parce que ça les place dans une forme d'honnêteté vis-à-vis de leurs parties prenantes. Je le disais, au cœur de la crise, les premiers actes qui ont été mis en place, c'était bien sûr dans une dimension sanitaire et sociale. On vous a mis quelques exemples, 2 exemples qui nous paraissaient intéressants. Le premier, c'était un portail blanc qui a été mis en place par l'enseigne très très rapidement. On le voit là, le tweet date du 19 mars. Auprès du personnel des hôpitaux pour leur livrer des courses parce qu'évidemment, eux n'avaient pas forcément le temps de les faire. Et donc, il y avait un portail disponible sur monoprix.fr. Et puis des sujets qui ont été des sujets beaucoup évoqués, qui sont connexes à la crise sanitaire, mais qui ont été tout aussi importants. L'exemple des violences conjugales qui a été beaucoup mis en avant. Il y a une opération, si on peut dire, qui a été mise en place par l'enseigne, qui était de signaler les plateformes et les numéros d'appel gratuits disponibles directement sur les tickets de caisse, donc le 3919, le 17, le 114, ce qui a été relevé notamment par beaucoup d'internautes qui ont apprécié le geste fait par Monoprix, qui globalement ne leur a pas coûté grand-chose et qui a permis aussi justement, que ce soit à travers ce support du ticket de caisse ou simplement à travers le fait de communiquer les bonnes informations, de remettre une notion de proximité assez facile à mettre en place.
Proximité également auprès de l'interne. Alors, je le disais, originellement, la raison d'être était très axée sur les clients. Autant vous dire que pour le coup, le Covid-19 a fait en sorte que là, la question s'est posée, quand on a une raison d'être comme ça, qu'est-ce qu'on fait auprès de nos collaborateurs qui expriment de nombreuses attentes? L'exemple le plus parlant, c'est l'exemple du tweet de droite, qui est en fait Monoprix possède une radio interne qui diffuse des messages tous les matins auprès de ses collaborateurs dans les différents magasins. Et cette fois, les clients et clientes avaient la possibilité de laisser des messages sur le portail du site de l'enseigne pour manifester leur soutien au personnel, aux caissières et aux caissiers pour que tous les matins, eux et elles puissent l'entendre et se sentir quelque part un petit peu motivés à venir au travail dans une période qui était forcément extrêmement compliquée pour eux. Et puis l'image de gauche qui est beaucoup plus récente, qui est tout un kit de communication interne qui a été déployé auprès des collaborateurs et des collaboratrices du siège qui tenaient à travers une distribution de masques, un petit leaflet, des petites astuces, des choses comme ça, à remettre aussi un peu de proximité dans un endroit qui nécessairement pendant 2 mois était relativement vide à cause du confinement et de recréer quelques petits rituels de proximité au sein du siège. Un élément peut-être central dans le dispositif qu'a mis en place Monoprix durant ces 2 derniers mois, c'était sur leur site directement, mais aussi sur leurs réseaux sociaux, une plateforme de questions-réponses qui permettait justement de nourrir cette proximité de façon continue. Ce qui est intéressant, c'est que, à l'inverse, on va dire, de la plupart des concurrents sur le secteur de la grande distribution, qui, pour le coup, eux, ont beaucoup communiqué, il y a eu assez peu de communication, en tout cas pendant la crise, de la part de Monoprix, mais plutôt la volonté d'installer ce qu'ils ont appelé une conversation. En tout cas, se dire, c'est vous qui débordez de questions et qui avez presque, j'allais dire, le pouvoir sur ce dont vous avez besoin. À vous de nous poser les questions et on répondra à toutes les questions, que ce soit les questions les plus essentielles, d'une part, comme celle qui est à gauche, comment est-ce que je me protège quand je me fais livrer mes courses, aussi jusqu'aux questions presque les plus complices ou en tout cas les plus légères. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre qu'il y a eu une recherche justement d'articulation entre ce qui est essentiel aujourd'hui pendant la crise et qui sont des questions qui globalement dépassent le cadre de leur raison d'être. Et puis ce qui est dans le cadre de leur raison d'être, toutes les petites questions un peu plus légères, un petit peu plus simples sur comment je rends mon quotidien un peu plus léger. Comment est-ce que je peux offrir du muguet porte-bonheur aux gens qui m'entourent, par exemple? Comment est-ce que je peux égayer l'anniversaire de mon fils qui fête ses 10 ans, qui devait le faire avec ses copains, mais qui finalement va le faire tout seul? Qui sont aussi des questions qui ont été posées, mine de rien, pendant la crise et qui sont quand même très contextualisées aussi. Et cette articulation-là, elle est intéressante parce qu'elle montre justement comment on peut amplifier une façon d'agir, ou en tout cas l'enrichir de façon très, très affinitaire. Un autre élément très, très intéressant, celui-ci aussi, c'est le lancement de Bref de Monoprix, qui est autrement présenté comme la gazette de la file d'attente. Intéressant pourquoi? Parce qu'il y a 1 an, il y avait eu pas mal de déclarations de la part du groupe sur le fait que toutes les publications papier, notamment catalogues, allaient être arrêtées pour des raisons environnementales. Et pour le coup, pour autant est apparue cette gazette, alors éphémère bien sûr, qui a vocation à s'arrêter maintenant, mais en tout cas, il est apparu cette gazette sous format papier, distribuée dans les files d'attente en se disant, vu que les gens vont être globalement obligés de faire la queue pendant un certain nombre de minutes devant nos magasins, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de, à nouveau, exprimer cette raison d'être, c'est-à-dire leur redonner un peu de fun dans leur quotidien, ou en tout cas l'alléger et faire en sorte qu'ils puissent se divertir d'une façon ou d'une autre. Et bien, ça s'est fait par le biais de cette gazette qui était distribuée, comme vous le voyez là à droite, aux clientes et aux clients, qui reprenait pour le coup les questions-réponses les plus commentées sur la plateforme du site et qui donnait aussi, par exemple, quelques astuces pour cuisiner les produits vendus par l'enseigne. On le sait tous, ça a été beaucoup remis à l'honneur, la cuisine maison pendant le confinement, donc une réponse apportée par Monoprix à ce titre-là. Et puis, Céline l'évoquait tout à l'heure, une petite différence, différence de taille même, j'allais dire, avec Maïf, c'est que en sortie de crise, pour le coup, là, il y a eu un vrai investissement publicitaire et pour tous ceux et celles qui habitent à Paris, peut-être que vous l'avez déjà vu, une grande campagne d'affichage qui a été lancée par l'enseigne dans les rues de Paris, alors notamment en affichage sauvage, mais aussi sur les posts Instagram que vous pourrez retrouver sur le compte de Monoprix,
qui sont en fait autour de la nouvelle signature « Retrouver la ville ». Intéressante cette signature parce qu'elle nous dit deux choses. Elle nous dit à la fois que Monoprix retrouve et célèbre sa raison d'être, parce que retrouver la ville, c'est joyeux, on est tous contents de ressortir et de se déconfiner et voilà, de profiter des extérieurs. Et donc, on est vraiment dans l'essence même de ce que raconte Monoprix depuis longtemps. Et en même temps, on est dans le retrouver, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de très contextuel. Donc, évidemment, on pense que cette signature n'a pas vocation à rester pendant des années. Évidemment, elle est plutôt éphémère, de même que les accroches qui nous disent voilà, vous ne serez plus en chaussettes, vous allez remettre vos chaussures, vous allez être content d'attraper des coups de soleil en pique-niquant. Voilà, des choses qui sont extrêmement affinitaires sur le moment T, mais qui témoignent justement de la façon qu'a eu l'enseigne d'être capable d'amplifier sa raison d'être au moment où il y avait besoin vraiment de l'amplifier. C'est une citation du coup de la directrice marketing qu'on trouvait intéressante à ce titre-là, qui traduit bien cet équilibre-là en disant voilà, on a eu la certitude qu'il fallait établir un dialogue avec nos clientes, nos clients, nos parties prenantes, fêter ces retrouvailles justement à l'occasion du déconfinement il y a quelques semaines, de manière décalée, oui, mais tout en étant un peu plus doux, un peu plus humble. Et même le territoire graphique, quand vous le voyez, évoque ça, c'est-à-dire qu'on est sorti un petit peu du territoire très pop et très fun des jeux de mots, tout en gardant un peu de couleur, mais voilà, on a des choses aussi un peu plus carrées, un peu plus sérieuses, un petit peu plus institutionnelles, qui traduisent justement cet équilibre qu'a voulu aménager l'enseigne. Pour terminer sur Monoprix, avant de vous donner quelques enseignements un peu plus généraux, on peut retenir vraiment 3 clés de succès, alors encore une fois qui sont propres à l'enseigne mais qui sont intéressantes. La première, c'est de se dire on peut tout à fait, à un moment T, si le contexte nous y oblige nous y autorise, dépasser le cadre originel de la raison d'être. Et typiquement, quand on se parle d'enjeux sanitaires et peut-être quand on se parlera d'enjeux environnementaux urgents dans quelques années, ces enjeux-là imposent des réponses immédiates et des réponses qui sont peut-être pas originellement dans le cadre de la raison d'être. Pour autant, c'est vrai que quand on a une raison d'être comme ça qui est infusée depuis longtemps dans l'interne, c'est beaucoup plus facile d'apporter une réponse immédiate parce qu'on va avoir les réflexes nécessaires pour que ces actions s'inscrivent en toute cohérence dans la raison d'être initiale. Deuxième point intéressant qu'on évoquait avec la gazette de la file d'attente, c'est qu'on peut aussi infléchir ou en tout cas presque parfois revenir sur des décisions ou des plans d'action antérieurs parce que la raison d'être le justifie et parce que la raison d'être de toute façon est immuable et est au centre de toutes les décisions et fait que, voilà, pareil, à un moment T, on est capable de dire là, il se trouve que ce serait plus pertinent de faire ça parce que non seulement ça répondra plus à nos attentes, mais en plus on sera beaucoup plus fidèle à ce que l'on veut être et à la mission qu'on veut apporter à nos parties prenantes. Et puis dernier point qui est même valable au-delà de Monoprix, c'est de se dire la raison d'être, je le disais, est immuable. Ça, pour le coup, on ne la change pas, mais la façon d'agir, elle ou les façons d'agir, ont bien vocation à évoluer avec le contexte, à évoluer avec vos parties prenantes, vos clients, vos investisseurs, vos fournisseurs, vos partenaires, et peuvent vous permettre aussi parfois d'être réactifs et agiles dans vos prises de parole et dans les communications que vous faites, notamment on l'a vu là avec la dernière campagne de communication Monoprix. Je vais peut-être laisser Fanny maintenant nous faire une petite synthèse sur tous les enseignements globaux qu'on peut tirer. Merci à tous les trois. Donc oui, peut-être en synthèse un peu globale de ce qu'on vient de se dire à l'instant et si on peut tirer des enseignements à la fois des éléments contextuels et des 2 cas qui ont été présentés ici. Vous l'avez compris, la raison d'être, on partage cette idée qu'elle est quelque part immuable, c'est-à-dire qu'elle est finalement le socle de votre marque et elle pose véritablement les fondamentaux. Donc, en ce sens, elle doit s'inscrire dans le temps. En revanche, la manière de la faire vivre, c'est-à-dire à travers vos façons d'agir, doivent-elles pouvoir s'adapter au contexte, à l'actualité, aux tendances, comme on vient de le voir dans les cas qui ont été présentés, mais comme on vient de le vivre même tout simplement ces dernières semaines. Donc, ça, c'est le premier enseignement qui, pour nous, paraît assez clair. Le deuxième, on l'a vu aussi, il n'y a pas une, mais finalement des façons d'agir, des actions et qui peuvent s'adapter en fonction du marché, de vos parties prenantes, de l'actualité là aussi. Ce qui compte, c'est finalement
la cohérence. Et ça, c'est bien votre raison d'être qui va vous permettre d'assurer une cohérence entre toutes ces actions. Donc, ça, c'est évidemment un point clé. Et puis, la dernière conviction, qui est une conviction forte de l'agence aussi, c'est de se dire la raison d'être, elle n'a de sens finalement que si elle permet d'inspirer et de nourrir concrètement vos actions et votre communication. Sinon, ça reste un concept de communicant et en ça, ce serait dommage. Et ça nous permet de faire de jolies plateformes de marque et des brand books qui restent posées sur les bureaux. Mais voilà, nous, on essaye véritablement de travailler les plateformes de marque pour qu'elles vous donnent des actions concrètes à déployer auprès de vos différentes parties prenantes, avec l'enjeu finalement de la rendre tangible et impactante sur votre écosystème et sur la société de manière générale. Voilà, on en arrive à la fin de ce webinaire. Comme je disais à l'instant, les équipes aujourd'hui de l'agence sont prêtes à vous accompagner pour construire ces nouvelles plateformes de marque avec des techniques d'animation et de co-construction qui vous permettent aussi d'avoir des plateformes qui soient inclusives, c'est-à-dire qui intègrent bien l'ensemble de vos parties prenantes dès la co-construction et la construction de votre plateforme de marque. Évolutives, on l'a dit, c'est-à-dire qu'ils doivent s'inscrire dans une dynamique aussi d'évolution en fonction du marché, de l'actualité, voire spontanée. Là, on peut parler de réactivité et d'agilité. C'est ce qu'on a vécu ces dernières semaines où les marques ont dû réagir très vite et très fortement. Et finalement, on se rend compte que plus on a une raison d'être et une plateforme de marque solide avec des fondamentaux bien posés, plus finalement c'est facile pour une marque de réagir. Et enfin, monitorable, je le disais à l'instant, en essayant de définir finalement des indicateurs de performance qui nous permettent de mesurer véritablement l'efficacité de ces plateformes de marque et de voir quel impact et comment elles peuvent faire bouger les lignes sur votre marché, au sein de votre écosystème ou même sur la société de manière plus générale. Voilà. Il y aura un temps 2 à ce webinaire consacré aux plateformes de marque avec, on aimerait organiser un webinaire plus, on va dire, expérimental et aussi participatif avec des ateliers de co-construction où on vous invitera à travailler finalement sur une plateforme de marque. Et d'ici là, un autre webinaire vous sera proposé, davantage sur la communication interne, et c'est un sujet qui est remonté aussi dans vos questions, de voir comment, suite à cette crise et le post-Covid, comment réengager et réimpliquer vos collaborateurs au sein de vos entreprises. Voilà. Bah, écoutez, merci à tous. On espère que vous avez passé un bon moment. Vous avez appris plein de choses et on reste évidemment à votre disposition. Alors, je crois qu'il y avait quelques questions auxquelles notamment Géraud, tu te proposais de répondre en fin de présentation sur les études. Oui, tout à fait. Il y avait une question en tout début, en préambule, sur les sources de nos études, si c'était des panels plutôt francophones ou étrangers. En l'occurrence, 99% des sources étaient françaises. Je pense notamment à Edelman, qui est certes un cabinet international, mais qui chaque année fait des focus spécifiques par région du monde et par pays. Là, en l'occurrence, les chiffres présentés sont exclusivement sur la France. Pareil pour la cible, par exemple, jeunes candidats et jeunes consommateurs. Là, le panel est exclusivement français. La cible interne également, puisque c'est la NDRH, qui est une entité française qui avait conduit l'étude. Et sur la partie investisseur, là, c'est un mélange plutôt international, effectivement. Mais bon, puisque les marques fortes, notamment présentées, sont internationales. Voilà pour la question sur les sources. Je ne sais pas si ceux qui ont les sources à l'écran, les questions à l'écran ont d'autres réponses à apporter. Je crois qu'on a répondu après dans le fil de conversation au fur et à mesure aux différentes questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser après ce webinaire. On vous répondra évidemment avec plaisir. De la même manière, les slides peuvent être adressés à l'ensemble des participants. Donc, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Voilà. Merci à tous. On vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.